Aujourd'hui, on doit continuer le dernier chapitre concernant le Doppler. Donc, c'est dans cette partie, on doit étudier l'optimisation et les différents réglages. Optimisation et réglage. Afin d'obtenir le meilleur signal, que ce soit en Doppler, pulsé ou bien en Doppler couleur, la technique d'examen et les réglages de l'appareil se doivent être optimaux. Premièrement, on commence par le choix de la sonde. Le choix de la sonde, comme en mode B, la fréquence d'émission de la sonde doit être adaptée à la région étudiée, comme en échographie. Pour les vaisseaux profonds, les sondes utilisées sont de l'ordre de 3 MHz, voire 2 MHz. Pour les vaisseaux superficiels, les sondes varient de 5 jusqu'à 13 MHz. Deuxièmement, on doit régler ce qu'on appelle l'angle de tir. Nous avons vu l'importance de l'angle θ pour la qualité du signal, ainsi que pour l'évaluation des vitesses. Rappelons simplement qu'un angle supérieur à 40 degrés n'est pas acceptable en Doppler, compte tenu de l'erreur qu'elle entraîne sur le calcul de la vitesse, environ de 22% d'erreur. On a déjà parlé de l'angle, car on a dit que lorsque l'angle est à 90 degrés, donc on a un signal très faible. Donc il faut travailler avec un angle inférieur à 90 degrés. Et donc pour ne pas avoir des erreurs sur le calcul de vitesse, il faut travailler avec un angle inférieur à 40 degrés. Sinon, vous aurez des erreurs de mesure. Maintenant, passons au choix de la gamme de vitesse. Le réglage de la gamme de vitesse doit être adapté au vaisseau que l'on analyse, que ce soit en Doppler couleur ou bien en Doppler pulsé. Une gamme de vitesse trop basse entraîne un phénomène d'alisine gênant l'interprétation. Une gamme de vitesse trop élevée peut gêner l'analyse des flux plus longs. Donc, en analyse spectrale, l'échelle utilisée doit être bien adaptée aux vitesses afin de ne pas faire d'erreur d'interprétation sur la forme du spectre, notamment sur la mesure du temps de montée systolique. Donc, il faut adapter le choix de la gamme de vitesse au vaisseau étudié, puisqu'on a un écoulement ou bien des flux longs ou bien des flux rapides. C'est pour cela qu'il faut bien adapter la gamme de vitesse pour ne pas avoir des erreurs d'interprétation. Quatrièmement, le choix des filtres de la paroi. Le filtre de paroi doit être parfaitement adapté au vaisseau étudié, ce peine de masquer les fréquences basses utiles. Comme vous savez, l'objectif des Doppler, c'est d'étudier l'écoulement à l'intérieur du vaisseau. Ça veut dire l'écoulement sanguin. Mais il y a une autre composante qui est en mouvement, ce sont les parois des vaisseaux. Et donc, il faut bien choisir le filtre, un filtre adapté qui permet de filtrer les mouvements ou bien les ondes ou bien les fréquences qui viennent de la paroi des vaisseaux et ne retenir que les ondes venant de l'écoulement sanguin. Cinquièmement, il faut un réglage des gains. Le gain spectral ou bien gain couleur doivent être également adaptés afin de limiter ce qu'on appelle le bruit de fond, spectral ou bien coloré. On a déjà parlé de ça dans les images précédentes dans le dernier chapitre. Sixièmement, réglage de la taille de la fenêtre couleur. Pour conserver une cadence d'image satisfaisante, la taille de la fenêtre couleur ne doit pas être trop importante, mais être restreinte au vaisseau étudié. De même, il est inutile de positionner cette fenêtre couleur au-delà de la profondeur strictement nécessaire pour l'analyse des vaisseaux considérés. Là encore, la cadence d'image serait inutilement diminuée. Comme vous avez déjà vu
dans le chapitre précédent, la fenêtre, ou bien la taille de la fenêtre couleur, sur laquelle on travaille, il faut qu'il soit bien optimisé. Si elle est très grande, donc elle doit influencer la cadence d'image. Donc c'est pour cela qu'il faut bien le limiter au vaisseau étudié pour ne pas affecter la cadence d'image. Septièmement, réglage de la taille de la porte Doppler ou volume d'échantillonnage. Ça veut dire le volume des mesures. Pour obtenir des informations sur l'ensemble des vitesses des vaisseaux, la porte Doppler doit être suffisamment large et ne pas se situer uniquement au centre des vaisseaux. Prenons par exemple le long d'un diamètre du vaisseau. Si on mesure la vitesse, on a un profil de vitesse. Et la vitesse au centre des vaisseaux, il est maximale et il nihile aux parois. Et entre les deux, entre le centre et la paroi, il y a des vitesses intermédiaires. Et donc, pour avoir une idée sur la vitesse des particules circulantes à l'intérieur du vaisseau, il faut prendre une fenêtre de mesure, ou bien ce qu'on appelle la porte Doppler, ou bien le volume d'échantillonnage. Il faut qu'il englobe tout le diamètre. Il faut qu'il soit large pour avoir une idée sur le profil de vitesse. Si on se limite à la partie centrale, donc on aura seulement la mesure de la vitesse maximale. C'est pour cela, pour obtenir des informations sur l'ensemble des vitesses des vaisseaux, la porte Doppler doit être suffisamment large pour ne pas se situer uniquement au centre des vaisseaux qui se limite à une vitesse qui est maximale dans le cadre d'un écoulement laminaire. Passons maintenant à quelques bases d'interprétation des signaux et sémiologie des sténoses et occlusions. Pour un tracé spectral normal, le flux artériel est différent selon qu'il vascularise un organe noble nécessitant un apport vasculaire constant. Exemple, le cerveau, le rein, le foie. Ou bien un organe moins sensible à l'ischémie, exemple, les membres et les intestins. Donc, on doit diviser l'écoulement sanguin en fonction des organes à vasculariser. Donc, il y a ce qu'on appelle les organes nobles et les organes qui sont moins sensibles à l'ischémie. Et donc, ça dépend de ces deux catégories d'organes. On a des tracés qui s'influencent en fonction de ce type d'organes. Maintenant, pour l'interprétation, il faut tenir compte d'un ensemble d'indices de mesure. Ça veut dire que ce sont des paramètres qu'on mesure à partir de notre signal Doppler. Principaux indices de mesure. On distingue différents types d'artères. Artères à basse résistance, ce sont des artères dont le flux a une composante diastolique positive importante. Exemple, la carotide interne, l'artère rénale, l'artère hépatique et l'artère splénique. Et les artères à haute résistance, ce sont des artères dont le flux diastolique est nul, voire inversé. Artères des membres inférieurs, mésentériques, des patients à jeun. Artères à résistance moyenne, comme la carotide primitive dont le flux diastolique est modéré. Afin de mesurer la résistance des vaisseaux, plusieurs indices ont été proposés. Les artères à haute résistance se caractérisent par un flux nul ou négatif en diastole. Ce flux peut être biphasique ou bien triphasique. Il comporte un pic systolique positif, un reflux négatif et une deuxième onde positive appelée rebond témoignant de l'élasticité artérielle. Cette troisième onde peut être absente si les CJ n'ayant pas de lésion localisée, mais dont les artères sont moins compliantes, CGAG. On retrouve en cas de flux laminaire normal la même disposition spectrale avec une fenêtre sombre sur l'enveloppe systolique. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Donc, le tracé, ce qu'il faut retenir ici, que le tracé du signal Doppler, ça dépend du type d'artère sur laquelle on travaille. Ça veut dire quel groupe d'artères sur laquelle on travaille. Il y a des groupes d'artères qu'on appelle à basse résistance,
des artères à haute résistance, des artères à résistance moyenne. Et donc, ce groupe d'artères avec des résistances différentes, ça entraîne une modification ou bien des allures sur le spectre Doppler. Voilà un exemple. Artère à haute résistance, c'est un flux biphasique normal. Donc, comme vous voyez ici, c'est un signal Doppler avec des pics systoliques et diastoliques. Donc, c'est un flux triphasique normal pour artère à haute résistance. Concernant les artères à basse résistance, ils se caractérisent par un flux positif en diastole comme en systole. En cas de flux laminaire normal, les fréquences enregistrées se situent vers les fréquences maximales. Ceci explique la présence des fenêtres sombres sous l'enveloppe systolique. L'indice de résistance prend ici tout son sens, permettant d'apprécier l'importance de la composante diastolique, reflet des résistances d'aval. C'est un signe indirect précieux pour effectuer les diagnostics lésionnels. Comme vous voyez ici, dans cette image-là, si un sujet sain, l'artère carotide interne présente un tracé Doppler caractérisé par un indice de résistance bas. Tandis que l'indice de résistance est élevé sur la carotide externe et intermédiaire sur la carotide commune. Voilà ici la carotide commune, la carotide externe et la carotide interne. Et donc, sur chaque carotide, on doit avoir un tracé bien défini. Comme vous voyez, ces tracés-là, ils diffèrent d'un artère à un autre. Vu que l'indice de résistance, c'est un paramètre sur lequel on doit parler ultérieurement, ça diffère en fonction de l'artère étudiée. Par exemple, pour l'artère carotide interne, l'indice de résistance 0,55, externe 0,90 et le commune, on a 0,80. Et donc, vous avez des tracés qui sont spécifiques à chaque type, à chaque artère. Voilà un autre exemple. Artère à basse résistance. Donc, vous aurez le flux positif en systole et en diastole. Voilà, ici, c'est la systole. Ici, c'est la diastole. Tous ces flux-là sont positifs. Ils se trouvent au-dessus de l'axe. Donc, continuons. Cette image-là que représente l'artère à basse résistance. Donc, vous avez un flux positif en systole et en diastole. Et donc, ça, c'est un Doppler couleur, comme vous voyez ici. Ici, c'est un tracé de notre signal Doppler. Voilà ici une explication concernant les différents indices de mesure, l'indice de résistance et l'indice de pulsatilité. Voilà, ici c'est un graphique qui représente l'évolution de la vitesse en fonction du temps. Voilà exemple d'un profil de vitesse sur un cycle cardiaque. On a une montée systolique puis une descente diastolique. Donc ici un autre type de profil de vitesse sur un cycle cardiaque. Donc la mesure de ces deux indices évolue dans le même sens. Il augmente lorsque la résistance circulatoire d'aval augmente et diminue s'il décroît. Donc il y a une relation entre la mesure des indices de résistance et l'évolution de l'écoulement en fonction de la résistance circulatoire. Donc l'indice de résistance à gauche ici convient bien à l'évaluation des conditions hémodynamiques sur les artères à basse résistance.
circulatoire d'aval, comme les artères cérébrales. L'indice pulsatile est P, à droite, est bien adapté à l'évaluation des artères à haute résistance circulatoire d'aval, comme les artères des membres. Donc, les profils de vitesse, ça varie en fonction de la résistance circulatoire. Donc, à droite, vous avez une haute résistance, à gauche, vous avez une basse résistance. Donc, la résistance circulatoire influe sur le type de profil de notre signal. Et la mesure de ces indices, l'indice de résistance ER et l'indice pulsatile IP, donc on peut les mesurer par ces paramètres-là. S, c'est l'amplitude maximale, D, c'est l'amplitude diastolique, donc S moins D sur S. L'indice pulsatile, c'est S est égal à P sur M. M, c'est la moyenne. P, c'est quoi? C'est la différence entre le maximal et le minimal, donc cette distance-là. P et M, c'est la moyenne. Donc, la mesure de ces indices permet de caractériser notre écoulement. Voilà ici l'indice de pourcelet de résistance, RI. C'est la même chose. Donc, S moins ED, cette distance-là, sur S. Il est normal à 50 lorsqu'il est à 50 ou bien à 70%, anormal lorsqu'il dépasse 90%. L'indice de pulsatile, donc S systolique, S, D minimum diastolique, M min, ça veut dire la moyenne, donc l'indice pulsatile S moins D sur M. Donc quelques définitions qui donnent un sens physique aux ces indices-là. L'indice pulsatile, c'est l'amplitude de vélocité maximale sur la vélocité moyenne. La vélocité moyenne est appelée également vitesse moyenne efficace. Donc l'échographe calculera cette vitesse moyenne grâce au spectre des profils de vitesse enregistrés en Doppler pulsé. Donc l'amplitude de vélocité maximale, cette amplitude se calcule différemment selon que la vitesse minimale est positive, artère ombilicale et thyréine, et ainsi de suite. L'amplitude de vélocité maximale est moins D. Lorsque le minimal, il est comment? Il est positif. Donc S moins D, on le met ici. C'est l'amplitude maximale. Lorsque la vitesse minimale est négative, exemple l'artère carotide, l'amplitude de vélocité maximale, c'est S plus D. Donc le plus ou le moins, ça dépend est-ce que la vitesse minimale est négative ou bien la vitesse minimale est positive. Et c'est le systolique, D c'est la diastolique. La pulsatilité élevée, ça veut dire vous avez un écoulement discontinu, dB moins efficace. Pulsatilité faible, écoulement continu et dB plus faible, plus efficace. Toujours la même chose, ce qu'on a déjà dit ici. La mesure de l'amplitude de vélocité maximale et minimale, on peut le schématiser sur ce graphique-là pour bien comprendre. Donc l'amplitude de vélocité maximale sur la vélocité moyenne, donc S moins D sur M ou bien S plus D' sur M. Donc voilà S et voilà D. Donc S moins D sur M, ils sont tous les deux positifs. Lorsque D il est négatif, ça veut dire au-dessous de cette ligne de base, au-dessous, donc D'. Donc S plus D' sur M. L'indice de résistance de Port-Soleil se définit par 1 moins D sur A. A, c'est la vitesse systolique moyenne. D, la vitesse diastolique moyenne. Cet indice est variable selon les résistances périphériques. Il est de 0,5 à 0,7 pour les artères rénales et la carotide interne. Et d'environ 0,7 à 0,8 pour les artères carotides primitives. De 1 pour les artères des membres. Il a pour intérêt d'évaluer l'état de résistance périphérique et ainsi suspecter des éléments pathologiques.
Donc, le fait d'analyser ces différents indices, R et EP, ça permet de nous donner les états pathologiques des vaisseaux. Donc, comment on peut le calculer ici? Ici, c'est la fréquence ou bien la vitesse. Ici, c'est le temps. C'est un tracé spectral d'une artère à basse résistance. Calcul des indices de résistance. A, c'est l'amplitude systolique. D, c'est l'amplitude de la vitesse diastolique. Donc, l'indice de Porcel, c'est A-10 sur A. L'indice de Gaussian, donc il peut être utilisé aussi. Donc si A-10 c'est la vitesse moyenne, comme l'indice de Porcel, il augmente si le flux diastolique diminue. Le temps de montée systolique, c'est le temps qui sépare le débit de la systole, des pics systoliques précoces, ou le temps de la première montée de la première pente systolique. C'est un témoin de l'état hémodynamique distal, en particulier un signe d'amortissement en aval d'une sténose. C'est un signe quantitatif utile notamment dans l'exploration des artères rénales hépatiques chez les transplantés hépatiques. Comme vous voyez ici, voilà ici, cette pente-là, c'est elle qu'on peut caractériser par le TMS. Donc le calcul du temps de montée systolique TMS et l'indice d'accélération. IA, c'est ce qu'on appelle l'indice d'accélération. TMS entre le débit et la fin de la première pente systolique. Voilà la pente systolique. Donc c'est un temps. Donc le calcul B, cette B-là, ça montre le calcul des TMS en absence de pic systolique précoce. C, le temps d'accélération correspond à la prolongation de la première pente jusqu'à ce qu'elle croise une ligne verticale correspondant à un délai d'une seconde. L'indice d'accélération est défini par la valeur de fréquence x correspondant à ce temps de 1 seconde divisé par la fréquence. Donc on doit tracer cette ligne-là, puis on doit mesurer ici 1 seconde, on doit tracer une verticale, et on fait une projection qui vous donne x. Donc ce x-là, on le divise par la fréquence, f0, c'est lui qui vous donne ce qu'on appelle cet index d'accélération. Prenons un exemple d'une sténose, un exemple de cas pathologique. En généralité, l'augmentation de vitesse dans un vaisseau sténosé n'est possible que jusqu'à une certaine limite au-delà de laquelle le débit s'effondre rapidement. Ainsi, l'augmentation de vitesse circulatoire compense la diminution de surface jusqu'à une réduction de 90%. Voilà un exemple de tracé de signal Doppler dans le cadre d'une sténose serrée dans un vaisseau. Donc, une sténose serrée de l'artère rénale à l'ostéum, repérée en couleur par la lysine en bleu pâle. Donc, il est repéré ici. Et confirmé par l'analyse spectrale. Voilà notre analyse spectrale qu'il vous donne lorsque vous avez une sténose de notre artère rénale. Tracé très perturbé. Donc, il est très perturbé. On ne voit pas les pics de manière nette. Accélération des vitesses et apparition des vitesses négatives. Voilà comme vous voyez ici. Voilà une artère. Voilà ici une sténose. Voilà ici la turbulence après la sténose. Donc avant la sténose, on a un tracé, il a cette forme-là. Juste sur la sténose, vous avez un tracé qui a cette forme-là. Donc, comme on peut le voir ici, c'est un tracé qui est plein et perturbé, comme vous voyez ici. Après la sténose, vous avez le tracé de cette forme-là. Donc, ce sont des signes directs et indirects d'une sténose serrée. Donc, celle-ci, le débit décroît ensuite, tandis que la vitesse continue d'augmenter. Les turbulences s'observent dans vers 98% de réduction de surface. Voilà ce qu'on appelle les turbulences. Donc, il y a un écoulement qui n'est pas laminaire après la sténose. Les turbulences s'observent dans vers 98% de la réduction des surfaces. Au-delà, débit et vitesse s'effondrent.
Lorsqu'il existe un rétrécissement du calibre, la première modification du flux est une accélération à la sortie de la sténose. Donc lorsqu'on a une sténose ici, qu'est-ce qu'on a ici? La vitesse du son augmente d'une manière très significative. C'est le phénomène de G. Le son Doppler est modifié vers les aigus. L'analyse spectrale peut subir plusieurs modifications selon le degré de la sténose. Ça dépend du degré de rétrécissement de cette sténose-là. On peut avoir des profils bien définis. Les vitesses systoliques maximales de l'analyse spectrale sont augmentées. Il apparaît une irrégularité du contour supérieur du spectre qui traduit une faible énergie pour les valeurs de fréquence les plus hautes. Voilà, on peut l'analyser sur le schéma suivant. Donc, évolution de la vitesse systolique et du débit systolique en fonction du degré de sténose. Bien noter les pourcentages de sténose selon que l'on s'exprime en diamètre ou en surface. Voilà, sur l'axe des X, vous avez, c'est le diamètre liminal. Ça veut dire c'est le diamètre des vaisseaux. Et sur l'axe des Y, vous aurez quoi? Vous aurez le débit. Et sur cet autre axe, vous avez la fréquence Doppler. Et ici, vous avez le pourcentage de réduction de surface de section. Donc, prenons, lorsque le diamètre des vaisseaux est normal, donc on a une vitesse systolique, le débit sanguin systolique est de pointe, et la vitesse, elle est moyenne. Au fur et à mesure qu'on a une sténose, on voit que la vitesse systolique maximale augmente. Voilà, elle augmente au fur et à mesure que le diamètre se rétrécit. Prenons par exemple un rétrécissement de 90%, donc vous aurez une vitesse très élevée. Une vitesse très élevée, mais vous aurez quoi? Automatiquement une chute de débit par rapport au vaisseau normal. Voilà le débit. Voilà ici la chute de débit suite à la réduction du diamètre. Ou bien, en d'autres termes, suite à la réduction de la surface de section. Et donc, voilà, en gros, quelques exemples concernant l'effet des sténoses sur le profil du signal Doppler, ainsi qu'on a déjà parlé des différents indices qu'on doit mesurer pour caractériser notre écoulement. Ce sont l'indice de résistance, l'indice de pulsatile et le temps de montée systolique. Et on a parlé aussi des différents réglages qu'il faut faire pour bien avoir un bon signal en échographie. Donc, tous ces réglages-là, il faut les respecter pour avoir un bon signal. Le fait, sinon, s'il n'y a pas de respect, donc votre signal sera dégradé. Et donc, on vous remercie pour votre attention.